Alors, Héraclite, c'est un géant de la pensée, mais c'est aussi un véritable casse-tête. Ce qui nous reste de lui, ce sont des fragments, des phrases souvent très obscures, un vrai défi à déchiffrer. Mais on va voir que le jeu en vaut la chandelle, parce que derrière tout ça se cache une vision du monde incroyable, à la fois chaotique et parfaitement unifiée. Allez, on plonge ensemble dans les énigmes de ce philosophe fascinant. On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Voilà, c'est sans aucun doute sa phrase la plus connue, et c'est un paradoxe qui marque immédiatement. Quand on y pense, le fleuve en apparence reste le même, mais l'eau, elle, a déjà filé, elle est déjà ailleurs. Cette image toute simple est en fait la porte d'entrée de toute sa philosophie. L'idée d'une réalité qui change tout le temps, mais qui cache, quelque part, une forme de permanence secrète. Pour la plupart des gens, quand on regarde le monde, on y voit du chaos, des contradictions, de la confusion. Mais Héraclite, lui, voyait complètement autre chose. Pour lui, c'était une sorte d'énigme à résoudre. Il était persuadé que derrière cette façade de désordre, il y avait une règle, un principe fondamental que quasiment personne ne voyait. Et son constat est assez brutal. Dès son tout premier fragment, Héraclite dit en gros qu'on vit comme des somnambules, qu'on agit comme dans un rêve, sans compréhension. On traverse notre vie, on fait des expériences, mais en fait on ne capte jamais vraiment la nature profonde des choses. On passe à côté de cette fameuse règle cachée qui orchestre absolument tout. Alors c'est quoi cette règle cachée ? Héraclite lui donne un nom, le logos. Et ça, c'est vraiment le concept central. C'est la clé qui permet de déchiffrer en quelque sorte le code de l'univers. Le logos, c'est donc cette structure logique qui vient organiser le flux permanent des choses. Mais attention, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une entité personnelle. C'est plutôt la logique interne du monde. Le principe d'ordre qui se cache au cœur même de ce qui nous semble être le plus grand désordre. Et c'est là qu'est toute l'ironie. Ce logos, il est partout, tout le temps. Chaque événement, chaque petite transformation, tout lui obéit. Et pourtant, la majorité des gens passent complètement à côté. Ils sont, comme le dit Héraclite lui-même, présents mais absents. Présents physiquement, mais absents à la réalité qui se déroule juste sous leurs yeux. Là, Héraclite met le doigt sur une tension fondamentale. Le logos, dit-il, est commun. C'est ce qui nous relie tous, ce qui nous ancre dans une seule et même réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'obstine à se replier sur notre petite pensée personnelle, notre petit monde intérieur et subjectif. Et en faisant ça, en fait, on se coupe de la grande compréhension universelle. Bon, maintenant, passons à l'illustration la plus célèbre de sa pensée, le fameux flux universel. L'idée, au fond, est toute simple. Rien n'est statique, jamais. Tout est toujours en mouvement. Et pour nous faire ressentir ça, Héraclite va utiliser deux métaphores d'une puissance assez incroyable. Alors, d'un côté, on a le fleuve, avec ses eaux qui se renouvellent en permanence. De l'autre, on a le feu. Et là, il faut bien faire attention à la formule. Allumer selon la mesure, éteindre selon la mesure. Ce que ça veut dire, c'est que le changement n'est pas un chaos total, loin de là. C'est un processus ordonné, mesuré, gouverné par le logos. Le fleuve et le feu, ce ne sont donc pas des symboles de destruction, mais bien de transformation. Une transformation constante et équilibrée. Et cette analogie avec l'économie, franchement, elle est géniale. Le feu devient une sorte d'étalon universel, comme l'or pour les marchandises. Tout peut se transformer en feu, et le feu, à son tour, peut se transformer en n'importe quoi d'autre. C'est un cycle d'échange cosmique qui ne s'arrête jamais, où la matière et l'énergie sont en conversion permanente, et c'est ça qui maintient l'équilibre de l'ensemble. Et c'est là que sa pensée devient peut-être la plus déroutante. La question qu'on pourrait se poser, c'est si tout change tout le temps, comment est-ce que l'univers tient debout ? Comment se fait-il que tout ne s'effondre pas ? Et sa réponse est fascinante. La stabilité, elle vient de la tension entre les contraires. Autrement dit, ce qui nous semble s'opposer est en réalité ce qui maintient l'équilibre du tout. Pour illustrer ça, il prend un exemple d'une simplicité désarmante. Prenez une route. C'est la route qui monte. Et en même temps, pour quelqu'un qui arrive dans l'autre sens, c'est la route qui descend. Mais au final, est-ce que ce sont deux routes différentes ? Non, c'est une seule et même route. Le point crucial, il est là. L'opposition monter-descendre, elle n'existe que dans notre perspective. La réalité objective, elle, est une. Et ces autres exemples sont tout aussi parlants. Prenez un arc par exemple. Sa puissance, d'où vient-elle ? De la tension, de la lutte entre le bois qui veut se détendre et la corde qui le retient. Pareil pour une lyre. La musique naît de la tension des cordes. C'est donc cette lutte, cette tension dynamique entre des forces opposées qui, paradoxalement, crée l'harmonie. Et ce principe, Héraclite va l'appliquer absolument partout. Le jour et la nuit, ce ne sont pas deux choses séparées, ce sont les deux faces d'une même pièce. Le vivant et le mort, c'est un seul et même cycle continu. La mer, pour les poissons, elle est pure, source de vie. Pour les humains, elle est salée et mortelle. C'est une question de point de vue. Et il va même jusqu'à dire que la guerre, la lutte suprême, est la mère de toute chose, parce que c'est elle qui crée l'ordre social, qui distingue les esclaves des maîtres, les hommes des dieux.
Bon, alors où est-ce que tout ça nous mène? Pour Héraclite, le but de tout ce cheminement est assez simple en fait, c'est d'atteindre la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi exactement? C'est précisément ça, la capacité de voir l'unité, l'harmonie, là où tout le monde ne voit que du chaos et de la contradiction. D'ailleurs, il n'est pas tendre avec les érudits de son époque, comme Pythagore ou Hésiode. Pour lui, ce sont des gens qui accumulent des tonnes de connaissances, mais sans jamais rien comprendre au principe fondamental. Savoir plein de choses, ça ne sert à rien si on ne saisit pas cette pensée unique qui gouverne toute chose. Autrement dit, le logos. La vraie sagesse, ce n'est pas une collection de faits, c'est une vision qui unifie le tout. Et c'est ici que sa quête arrive à une conclusion assez saisissante. Après avoir exploré le cosmos, le feu, les contraires, la grande question reste « mais où est-ce qu'on le trouve ce fameux logos ?» Et la réponse est totalement inattendue, on le trouve en soi-même. La recherche n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Connaître le logos au fond, c'est se connaître soi-même, parce que notre propre âme fait partie de ce grand principe universel. Héraclite nous laisse donc avec cette pensée vertigineuse. Et si, finalement, la plus grande des explorations, celle de l'ordre du monde, commençait par le plus intime des voyages, celui à l'intérieur de soi? C'est la question qu'il nous renvoie par-delà les siècles. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.